La langue arabe est une langue qui est parlée dans la péninsule arabique, c'est-à-dire autour, pas dans toute la péninsule d'ailleurs, puisque au sud, au Yémen, il y a une autre langue qu'on appelle le sud arabique, mais qui n'est pas vraiment une langue arabe. Donc c'est la langue qui est parlée autour de la Mecque, qui existe déjà, Médine, et de toute cette partie donc, du désert, pas seulement désertique, il y a aussi des oasis. Et cette langue-là a déjà une expression littéraire, puisqu'il y a ce qu'on appelle maintenant, on ne pouvait pas l'appeler comme ça à l'époque, la poésie anté-islamique, qui a précédé l'islam, donc c'est une langue littéraire. Il y a des poèmes qui sont faits dans cette langue. On a une langue qui a un statut déjà assez avancé, ce n'est pas un dialecte purement villageois, qui réunit un groupe assez vaste de population. C'est une langue qui est écrite, mais écrite, disons, sur des pierres surtout. Ce n'est pas une langue qui est écrite, on n'a pas de documents de l'époque, mais on a quelques inscriptions. Et cette langue-là, qui est donc limitée à cette petite région, fait partie d'une région plus vaste, qui est tout le Moyen-Orient, qui est dominée par ce qu'on appelle les langues sémitiques, qui sont donc l'hébreu de l'époque, l'araméen, le sud-arabique que j'avais mentionné tout à l'heure, j'en oublie peut-être, et donc la langue arabe. La langue arabe à l'époque n'est pas la plus importante de toutes, mais elle a déjà cette forme littéraire. Mais ce qui va marquer l'émergence de la langue arabe, c'est le Coran. C'est la prédication de Mohammed. C'est à partir de cette prédication que la langue arabe émerge comme grande langue à vocation universelle. À l'origine, c'est un alphabet sémitique. Et c'est un alphabet qui ne marque pas les voyelles. Parce que les langues sémitiques sont des langues surtout consonantiques, où les voyelles ont, pour la compréhension des mots, moins d'importance que dans les langues. Mais c'est néanmoins à partir de l'alphabet dougarite que va naître aussi l'alphabet grec, plus tard l'alphabet latin, mais les Grecs vont utiliser l'alphabet phénicien en transformant certains signes qui représentent des consonnes pour les Phéniciens, en les transformant en voyelles. Mais tous les alphabets, ou l'immense majorité, je ne sais pas s'il y a des alphabets en Asie qui ne sont pas issus de ce système, mais disons que tout ce que nous connaissons en Europe, l'alphabet cyrillique pour les Russes, l'alphabet grec, l'alphabet arménien, comme je vous le disais, l'alphabet copte, sont des alphabets qui sont issus de cet alphabet phénicien. Donc, il ne marque pas les voyelles. Et au départ, il ne marque même pas vraiment. Au départ, c'est un alphabet assez schématique, puisque on n'a pas encore inventé les points diacritiques qui vont permettre de distinguer même les consonnes entre elles. Donc c'est un alphabet qui demande un effort important au lecteur. Il faut que le lecteur sache à peu près de quoi on va parler pour pouvoir vraiment le comprendre. Les points diacritiques apparaissent au moment où on veut que les gens ne se trompent pas dans la lecture du Coran. Je m'explique. Vous avez 3 lettres arabes. Par exemple, vous avez le son J, le son Ha, le son Kha, qui sont représentés par la même lettre, et c'est simplement la présence d'un point au-dessous ou au-dessus qui va faire dire que, alors le Ha n'a pas de point du tout, le J a un point au-dessous et le Kha a un point au-dessus. C'est uniquement la présence de ces points qui va permettre de distinguer entre ces différentes consonnes. Donc au départ, on a un alphabet assez difficile à lire, puisque les premiers législateurs, ceux qui ont codifié le Coran,
on craint qu'il s'en entraîne des erreurs. Donc à ce moment-là, ont été inventés les points diacritiques. Et en plus de ça, a été inventé un système pour représenter les voyelles. Alors ce système pour représenter les voyelles, lui, c'est un système de signes en plus, un autre signe, qui se met soit dessus, soit dessous la lettre. Il y en a 3. Un pour le son I, un pour le son OU et un pour le son A. Voilà, c'est ça. Donc, à partir de ce moment-là, quand on a tous ces signes-là, la lecture, on peut dire facile. Mais en fait, on n'a pas besoin de tous ces signes-là. En fait, on n'en a pas besoin. Donc, quand vous lisez un journal arabe maintenant, quand vous lisez un livre, un roman, vous avez les points diacritiques, oui. Ils sont là parce que vraiment, ils sont utiles à la lecture. En revanche, la vocalisation, non. Pourquoi ? Parce que cette vocalisation suit des règles très, très, très régulières. Donc, à la limite, quand vous voyez un mot, vous savez comment il se prononce. Vous le savez parce que si ce mot a telle forme, vous savez quelles sont les voyelles qu'il faut mettre. Le risque d'erreur est limité, très très limité. Bon, bien sûr, ensuite, quand vous lisez un texte en français, vous ne lisez pas toutes les voyelles. Vous lisez toutes les lettres. Vous avez une espèce de photographie du mot. Ce qu'on apprend, on apprend aux enfants à l'école à lire A, B, C, D, et puis après à lire des syllabes, et puis, mais au bout de quelque temps, c'est le mot tout entier qu'on lit, une lecture globale qui se fait. Pour l'arabe, c'est la même chose. Moi, un texte arabe, ça ne me gêne pas du tout. Alors je ferai peut-être quelques petites fautes s'il y a des mots que je ne connais pas. Des mots qui sont des mots de... Certains mots, je peux faire des petites fautes, mais pas énormément. Et pour un arabe normalement cultivé, il n'y a aucun problème. Et au contraire, je dirais, peut-être que ça facilite une certaine lecture rapide, en tout cas une écriture rapide, pour ceux qui savent bien écrire. Donc c'est un alphabet très, très... enfin, qui ne pose aucun problème particulier, à cause de la structure de cette langue arabe. Alors, bien sûr, quand cet alphabet a été utilisé pour d'autres langues, comme le persan ou comme le turc, les problèmes, ça a pu poser des difficultés parce que les systèmes vocaliques de ces langues étaient plus riches. Enfin, mais pour l'arabe, c'est un système qui fonctionne très bien. Et jusqu'à aujourd'hui, enfin, il n'y a aucun... les gens souvent de l'extérieur s'imaginent que c'est une langue... on a même employé le mot de scriptio defectival, une écriture incomplète. Non, c'est une écriture complète, une écriture qui permet de lire sans risque d'erreur un texte quelconque. La langue dans le monde arabe est le facteur d'unité. Ce n'est pas la religion. La religion serait un facteur d'unité à ce moment-là avec 1 milliard ou un peu plus d'1 milliard, je n'ai pas compté, hein, mais de personnes dans le monde. Mais cette unité n'existe pas dans les faits. Dans les faits, un Turc et un Syrien n'ont pas grand-chose en commun. C'est pas un Indonésien et un Marocain n'ont pas la même façon de voir le monde, les mêmes critères. Donc, ce qui unifie le monde arabe, c'est la culture, c'est la langue. Et d'ailleurs, dans le monde arabe, il y a tout de même des minorités moins fortes qu'autrefois, mais des minorités importantes qui ne sont pas musulmanes, qui sont chrétiennes, qui autrefois étaient juives, mais bon, elles ont fini par disparaître. Donc, certaines se retrouvent en Israël, en continuant à parler arabe d'ailleurs assez souvent, les Irakiens notamment. Mais la présence des chrétiens dans un pays comme l'Égypte, c'est quand même pas négligeable. Il y a plus de chrétiens en Égypte qu'il n'y a... il y a 3 fois plus de chrétiens en Égypte qu'il n'y a de citoyens émiratis. Un copte parle exactement la même langue, soutient les mêmes équipes de football, et
voilà, et pleurent en écoutant les mêmes chansons, aiment les mêmes films. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Hein. Mais en tout cas, il y a cette unité. Elle est faite par la langue, par la culture, par l'histoire de ces dernières années, par énormément de choses, mais beaucoup plus que par la religion.